Et c'est donc parti pour cette session consacrée au logiciel Alphano et aux data. Je vais partager mon écran. Hop, et voilà, mettre en écran. Est-ce que c'est OK? Tout le monde voit bien? Oui, vous me confirmez, c'est bon? OK. Impeccable. Donc, euh, pourquoi vous êtes là? Vous êtes là effectivement parce que je pense que vous vous intéressez à la performance en karting. Et puis, on a un outil magnifique qui permet d'avoir énormément d'informations. Donc, le fameux Alphano que vous avez sur votre volant, ça permet vraiment d'avoir énormément d'informations. Et en fait, ça permet vraiment de compléter tout ce qu'on peut avoir pour rechercher la perf. Parce qu'en fait, vous le savez, la performance, on va souvent la chercher sur des réglages, on se pose beaucoup de questions sur le matériel, ce qui est juste, hein. Mais on peut aussi avoir d'autres informations qui vont nous permettre de confronter en tout cas ce qu'on ressent et puis surtout d'avoir des décisions beaucoup plus assurées. Ça va servir à ça. Ça vient en complément de la vidéo aussi. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui font de la vidéo. Moi, on me dit souvent, enfin oui, bon, je commence, j'utilise un peu la vidéo. C'est très bien. La vidéo, c'est très bien. On voit beaucoup de choses, mais on voit pas tout. Et puis, j'ai ajouté approfondir ses repères parce qu'effectivement, le plus gros capteur qu'on a sur le kart, bah, c'est le pilote. Et le pilote, avec ses repères, avec son feedback. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir confronter en fait son ressenti, pouvoir travailler avec le pilote et d'avoir des données pour ça. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. La masterclass, rapidement, les capacités techniques du logiciel, montrer l'interprétation des données GPS, euh, comment ça se passe dans un processus de coaching et d'analyse, et puis des cas réels de comparaison de tours. On va essayer de, il y a beaucoup d'infos à donner, on va essayer de faire ça de la manière la plus ludique possible, et avec le maximum d'infos. Je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Je suis Stéphane, c'est moi le fondateur de My Racing Coach, un BPGEPS, moniteur de sport auto. Je pilote en F3 historique et je me suis vraiment rendu spécialiste en acquisition de données, d'une part parce que j'adore ça, mais j'adore ça parce que ça me sert énormément en tant que pilote. Ça a même, j'allais dire, révolutionné quelque part mon pilotage, le fait d'avoir autant d'infos et d'être capable d'influer sur son pilotage directement. Et donc aujourd'hui, avec My Racing Coach et sur les pistes, j'accompagne énormément de pilotes en circuit, en karting. Et en karting, j'ai la chance d'accompagner des gens qui débutent, qui font leur toute première course et avec qui je fais des datas. Et puis, j'ai eu la chance également de pouvoir accompagner, j'allais dire, tout à l'autre bout de l'échelle, des pilotes pros en karting, champions du monde, voilà, KZ, plusieurs. Donc voilà, j'ai une palette, on va dire, assez large sur ce que peut être le coaching au niveau du karting et avec les datas. Et je ne suis pas seul, il y a également Renaud qui est avec nous ce soir. Oui, bonsoir à tout le monde. Renaud Pain, Alphano France. Je représente la marque Je suis revendeur Alphano depuis une quinzaine d'années et l'importateur France depuis 8 ans. Donc je connais très bien les produits et je suis un peu pilote en Formule Promo. Il y a deux de mes petits camarades qui sont là ce soir, a priori, de ce que j'ai vu, il y en a peut-être plus, hein, et je suis aussi, vous devez le savoir, le repapa de Dorian. Alors pourquoi je vends des chronomètres? C'est un peu toute ma vie, le chronomètre. Et Dorian, ça a été un peu beaucoup de travail. Et notamment, dès le très jeune âge, de l'analyse de données avec Alphano. Donc, avec le point où elle en est arrivée, nommée, nommée pilote de développement Mercedes cette année. C'est
c'est un aboutissement, on va dire, et c'est pas un hasard qu'elle se retrouve là, parce que elle a vraiment travaillé, on a travaillé. Elle a appris à travailler dès le tout jeune âge, des données, dans un environnement de compétition avec, il n'y a pas que les données, mais ce qu'expliquait Stéphane avant, la globalité de l'ensemble. Ça a été travaillé depuis qu'elle est toute petite, et en fait, chaque brique, pour moi, est importante, et c'est pour ça qu'on est là ce soir et que je suis là ce soir. Stéphane est à la parole parce que il est plus actif que moi. Moi, je ne fais pas de coaching. C'est pas compatible avec mon activité Alphano. Je peux pas aller sous des tentes et pas chez d'autres et autres. Mais ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc Stéphane est un très bon coach et très pédagogue. Donc c'est lui qui fera la majorité des explications ce soir et c'est une très bonne chose. Ça marche. Merci Renaud. Et en tout cas, on ne manquera pas de te faire intervenir pour toutes les questions sur le matériel, peut-être plus spécifiquement, et puis en complément, ajouter ce que j'oublie de dire hein, parfois. Oui. Et, et déjà, d'ailleurs, tu parles beaucoup de méthodes et pas seulement de data. Et c'est vrai que les data, c'est une partie de la méthode. Et ce qu'on veut aussi, le message qu'on veut faire passer, c'est que il faut avoir beaucoup de méthodologie dans la pratique si on veut effectivement arriver à performer. Euh, Juste avant que j'avance sur le matériel, Guillaume, est-ce qu'on a une vision avec des gens qui connaissent pas du tout le logiciel ou plutôt, c'est quoi la vision dans le chat? Pour l'instant, il n'y a pas de vision. Hum, Pour l'instant, on a pas mal, on va dire, on a plutôt pas mal de personnes qui ont répondu sur la catégorie. On a un petit peu de moto, beaucoup de karting, évidemment. Ah, la moto, Euh, c'est cool. oui, Oui. de plus en plus, c'est Ah, toujours sympathique. On a du cross-car Oui. aussi. eh ben, Euh, dans ce cas-là, on va laisser quelques minutes pour répondre si vous êtes 100% débutant, voilà, qu'on puisse savoir où on met le curseur ou si vous connaissez déjà un petit peu pour qu'on puisse vraiment orienter au mieux. D'accord? Hum, Au niveau du matériel, effectivement, ce qu'il faut au minimum savoir faire, c'est installer et configurer alors les dashboards, hein, les Alphano 6 et 7, puisque c'est ceux-là qui ont des datas. Et puis pouvoir télécharger ou avoir téléchargé le logiciel Alphano Data Analysis Pro, qui est en fait un logiciel qui a été mis en service l'année dernière. Donc il n'est pas encore, j'allais dire, connu peut-être par tout le monde, mais il a beaucoup de possibilités, puis il a beaucoup évolué dans le courant de l'année. Euh, Renaud, est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir sur le matériel ou avec ça on est bon? Avec ça, on est bon. Juste qu'on ait l'Alphano 6 ou l'Alphano 7, c'est exactement pareil. Et il y a des questions sur le Mac. La version Mac, elle n'est pas encore sortie. Et comme tu le disais, la version logicielle, elle est bien rodée maintenant. Elle est utilisée par l'usine Tony Kart. Et puis, le logiciel est bien complet maintenant pour faire de belles choses. Ok, ça marche. pour dire par rapport à tout à l'heure, on a pas mal de débutants, de novices. Voire même des personnes qui n'ont jamais utilisé le logiciel et quelques personnes qui ont déjà une bonne expérience du logiciel. Ok, eh bien, on va essayer de contenter tout le monde, à savoir de donner un petit peu les bases et puis d'aller aussi un petit peu plus loin dans l'analyse pour avoir des infos, mais voilà, avoir des infos un petit peu plus importantes. Euh, Deux choses à dire, effectivement, le logiciel, on peut le télécharger voilà, sur le site d'Alphano, hein, le logiciel Alphano Data Analysis Pro. Et puis, il y a encore et toujours l'application ADA qui marche sur le téléphone. Alors, on va pas se le cacher, c'est un petit peu moins pratique de lire les données sur le téléphone, mais on va vous montrer quelque chose d'assez sympa avec le téléphone un petit peu après. Ça n'empêche que la combinaison des deux permet parfois de gagner du temps, d'avoir des infos rapides sur le téléphone et puis d'aller sur le logiciel pour chercher un petit peu plus en profondeur les infos. Donc voilà. Euh, Télécharger, afficher ces sessions, donc c'est effectivement les premiers pas à faire. Et pour ceux qui ne l'ont jamais fait, eh ben ça va être extrêmement important.
Je vais pas vous faire la démo en live parce qu'effectivement, si on se connecte sur un boîtier, après on s'entend plus et puis je crois que on perd la connexion. Mais bref, dans tous les cas, avec le Bluetooth, on arrive à charger session, télécharger session via Bluetooth. Et à partir de ce moment-là, en fait, vous avez une fenêtre de dialogue. C'est quand même très intuitif, hein. On se perd pas facilement. C'est très intuitif. À partir de la fenêtre de dialogue, on va choisir, en fait, le boîtier avec le numéro qui apparaît. Et quand vous cliquez dessus, la première fois, ça vous demande un code PIN, puisqu'effectivement, chaque boîtier est unique. Et donc, on va appairer le boîtier avec l'ordi. Euh, Encore une fois, c'est quelque chose de très classique, hein. Toutes les connexions Bluetooth se font de la même manière. Donc, c'est vraiment très classique chez Alphano. Il n'y a rien qui change de l'ordinaire là-dessus. Juste une Donc, précision sur la connexion, si tu peux revenir. ouais, Stéphane, une question. Est-ce que tu partageras la présentation que tu fais là? ouais, ouais, je la partage. Ouais, Là, quand on cherche l'Alphano, il va falloir l'appairer. Donc là, il y a souvent des hésitations là-dessus. Quand on voit dans la liste notre Alphano, on fait la connexion avec la flèche qui est en bas, là, en dessous de la loupe. Et vous allez avoir une demande de connexion pour se connecter avec le PC. Donc, il va avoir un petit message qui va apparaître. Voulez-vous appairer l'appareil avec le PC? Il faudra mettre oui. Cette fenêtre, elle est au milieu et elle va en bas tout de suite. Donc ça, c'est Windows. Donc il faut de temps en temps on la loupe pour les premières connexions. Après, quand une fois que ça a été connecté, une fois au PC, qu'on revient toujours sur le même PC, il n'y a pas besoin de faire cette opération. L'appareil est visible et connecté. Donc ça, c'est important pour se connecter. Et il faut pas aller dans les paramètres Windows du PC pour d'abord appairer l'Alphano avec le PC. Tout se fait à ouais, l'intérieur de l'application ADA. oui. Et ça garde en mémoire, hein. Moi qui me connecte avec plein de pilotes, voilà, ça reconnaît les pilotes plusieurs semaines, plusieurs mois après. Il n'y a pas besoin de le faire 15 fois. C'est une opération qu'on fait une fois. OK. Ensuite, lorsqu'on est connecté sur le boîtier, ben en fait, on va choisir les tours. Là, en général, c'est par défaut le dernier tour et télécharger les données, tout télécharger si on a beaucoup de sessions ou télécharger quand c'est la dernière. Et à partir de ce moment-là, ben, je dirais c'est terminé. Les données sont sur le logiciel directement. OK? Hum, le choix des sessions à afficher. Euh, Toujours sur le même onglet, Sessions, Gestion des sessions. Et puis ici, vous avez une autre fenêtre qui s'ouvre avec le nombre de vos sessions disponibles. Et puis, on peut choisir de les afficher ou pas. Donc effectivement, on peut afficher jusqu'à 50 sessions. Alors 50, c'est un peu too much, hein, c'est assez vite confus. Donc on peut faire le ménage assez facilement là-dessus. Mais en fait, c'est bien de pouvoir afficher plusieurs sessions, pouvoir, si on a plusieurs pilotes, évidemment, regarder ces différents pilotes. Ou si on veut comparer avec la fois d'avant où on a roulé, quand on a roulé en essai. Donc c'est bien de pouvoir faire le tri des sessions dans cette fenêtre-là. Donc, je passe assez vite pour ces opérations parce qu'encore une fois, c'est assez intuitif. Et puis, comme je vous donnerai le support, vous arriverez à vous exercer et à retrouver assez facilement les infos là-dessus. Là, une petite précision, une fois qu'on a sélectionné les sessions sur lesquelles on veut travailler, donc celles qui sont en bas, on ferme la fenêtre en haut à droite, la petite croix et après on se retrouve dans l'analyse de données. Voilà. C'est ça. C'est effectivement un coup à prendre. Tu fais bien de le souligner, Renaud, c'est un coup à prendre parce que le logiciel Alphano fonctionne beaucoup avec des fenêtres qui s'ouvrent. Et effectivement, alors c'est ce côté un peu pratique, c'est aussi très pratique quand on travaille avec deux écrans. Et par contre, il faut effectivement pas oublier de les fermer parce que si on se retrouve avec une fenêtre l'une sur l'autre, le logiciel pense qu'on est toujours actif sur la fenêtre qu'on peut ne plus voir, par exemple. OK. Analyse des sessions. Alors, sélection de tours, de sessions, sélection de tours.
et de session. Donc en fait, ici, on va avoir les sessions et les tours qu'on peut choisir. On peut en fait afficher beaucoup de tours. Ce que j'aime bien aussi, c'est que par défaut, il y a des couleurs qui parlent à tout le monde. C'est-à-dire la première qu'on va cliquer va être souvent en magenta, la deuxième en vert. Et en fait, si, alors contrairement à ce qui est montré ici, mais si on clique le meilleur temps en premier et en deuxième, on aura par défaut, j'allais dire presque tout le temps, le meilleur temps en magenta et puis les comparaisons en vert. Et ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui assez communément admises, en tout cas pour les couleurs issues de la Formule 1. Quand on a le purple, c'est qu'on est le meilleur, et puis quand on est vert, c'est qu'on est bon soi-même. Donc voilà, c'est un petit peu des conventions. Je vais le montrer ça après directement sur le logiciel. Analyser ces données. Alors, ouais, tout ce que je vous ai montré là, je vais vous le montrer sur le logiciel après, sur un cas pratique réel, où bah, non seulement vous pourrez retrouver un petit peu les clics qu'on fait à droite à gauche, mais aussi donner un petit peu du contenu par rapport à une analyse, vraiment qu'est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce qu'on va voir. Maintenant, une petite partie interactive. Ou avant qu'on passe à la partie interactive, est-ce qu'il y a des questions particulièrement sur ce qu'on a montré, des choses qui ne sont pas claires, comme ça je saurai ce que je dois préciser? Bon. Non, ça va, pas de questions? A priori, pas de questions, non. Tac. Alors, on avance. Maintenant, c'est moi qui vais poser les questions. Donc, pour vous donner des repères et puis un petit peu savoir des idées reçues. La première question qu'on va se poser, est-ce qu'on peut rouler 1 km/h plus vite? L'exemple, voilà, j'ai mis, ouais, je passe à 84 km/h dans un virage. Est-ce qu'on peut faire 85? Donc là, pour le coup, vous allez nous répondre dans le chat, oui, non, ou je ne suis pas sûr. Mais là, on veut vos réponses. Donc, on vous laisse 30 secondes là vraiment pour bombarder le chat un petit peu intuitivement, hein, c'est pas la peine de faire des calculs là-dessus. Vraiment, si on vous pose la question, voilà, on se pose la question comme ça, je suis à 84, est-ce qu'on peut faire 85? Il aura suffi de 20 secondes pour inonder le chat de oui, avec une grande confiance collective. Eh ben ça, c'est parfait. Oui, possible, tout est possible, possible, ou déjà à la limite. Oui, on peut se planter en sortie, ouais, ça c'est aussi, c'est drôle, ouais. Oui, possible. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a un gros consensus, quoi. Ça dépend des réglages de son matériel. Oui, pourquoi pas. En tout cas, ça faisait pas partie des réponses que j'ai proposées. On va dire, je ne suis pas sûr. Ok. Euh, allez, un grand consensus, on va dire, sur le oui, après quelques petits doutes. D'accord? Quelques petits doutes, quand même. Voilà les réponses. Alors, les trois réponses, j'allais dire, ont une certaine valeur. Le oui possible. Il faut savoir que 1 km/h en moyenne, hein, ça fait entre 5 à 7 dixièmes au tour. À peu près, selon les circuits, vous pouvez faire le calcul. Et en fait, ça, bah, 1 km/h en moyenne, on ne va pas le chercher, en fait. Sans réglage, sans rien. Puis même avec un réglage, aller chercher 7 dixièmes, on ne le fait pas toutes les sessions, hein. Faut vraiment se bouger vraiment pour aller chercher 7 dixièmes. Donc, ça, c'est un repère qui est vraiment important à avoir parce que dans l'idée reçue que le kilomètre-heure, finalement, c'est pas grand-chose, bah si, en fait, si vous êtes 7 dixièmes derrière, aucune chance de gagner la course, et en fait, ça fait à peu près 1 km/h. Donc, on va aller chercher des notions qui sont extrêmement ténues, ou en tout cas auxquelles on a difficilement accès. Et en fait, c'est aussi là où les deux autres réponses ben, sont, j'allais dire, ni fausses ni vraies. Comment on fait pour rouler 1 km/h plus vite en ligne droite? On est à fond, hein. J'imagine bien que tout le monde a le pied complètement droit enfoncé là. Donc là, une fois que le moteur a donné tout ce qu'il peut, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Et puis, encore une dernière chose, comment on sait si on roule à 85 au lieu de 84?
Ben, là aussi, c'est pas possible de savoir. Un pilote, honnêtement, je connais pas de pilotes qui savent me dire, là, j'étais 1 km/h plus vite que qu'on n'y arrive pas, ça. On n'y arrive pas. Et puis, de toute façon, il y a quand même une certaine variation. Donc, cette notion du kilomètre-heure, je pense qu'elle est vraiment intéressante à connaître pour aussi remettre en cause la comparaison. Donc ça, on va en parler, mais j'imagine que vous l'avez peut-être, ceux qui font des datas, vous avez souvent ou peut-être toujours fait ça, d'aller comparer quelqu'un qui roule plus vite, en disant, regarde, lui, il roule 2 km/h plus vite dans le virage, ou des fois, regarde, là oui, j'ai que 1 km/h de différence. Et en fait, ça pose quand même question, parce que quand il n'y a que 1 km/h de différence, on dit, oui, bon, c'est à peu près pareil, mais ce pareil, ce 1 km/h sur tout le circuit, bah non, c'est pas du tout pareil, parce que ça va faire 5 dixièmes. Et puis, le fait de, bah, il roule 1 km/h plus vite dans le virage, ou moi je suis 1 km/h plus lent dans le virage, comment je fais en fait? Comment je fais pour aller chercher ce kilomètre-heure? Donc ça, c'est vraiment important, j'allais dire même choquant à savoir, mais il faut tout de suite le poser parce que les datas vont vraiment servir à se passer, j'allais dire, ou se passer de ce kilomètre-heure ou renforcer en fait le fait d'aller vraiment chercher la performance là où elle est. Ça va? Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Le delta est énorme dès que les vitesses diffèrent. Oui, c'est sûr. Il est possible d'afficher la vitesse instantanée. Oui, effectivement, oui. Si on veut regarder la Oui. vitesse, on va pouvoir savoir si on roule à 85 au lieu de 84. On est d'accord. Ouais. Une autre question? Allez, là aussi, vous allez avoir, j'allais dire, 15 secondes de plus. C'est quoi qui fait la différence sur le chrono, d'après vous? Le moteur, la trajectoire, la Vmax, le freinage. Si je pose la question différemment, sur quoi vous vous concentrez, vous? En disant, ouais, là, je manquais de perf, c'est mon moteur qui poussait pas, c'est vrai, j'étais pas bien en trage, c'est vrai, j'ai pas super freiné, ah, j'ai pas de Vmax, c'est quoi? Donc là, pareil, bombardez le chat, s'il vous plaît, extrêmement rapidement, et on va savoir. Freinage, freinage, trajectoire, trajectoire, tout, tout. Ça fait pas partie des options, le tout, hein. Le J'accepte moteur. quand même. La vitesse max affichée de manière permanente, le freinage, tout l'ensemble. Le freinage est sinon un ensemble. Le pilote, oui, le pilote, bien sûr. Trajectoire, trajectoire, freinage. Il n'y a pas beaucoup qui disent le moteur, hein. Donc les prochains qui veulent un moteur usine tout préparé, ceux-là, c'est plus la peine, hein, si ça fait pas le chrono, hein. Personne m'a dit la Vmax. Il n'y en a pas un qui regarde la Vmax en sortant de sa session. Ah, je comprends pas, je suis à 142 là. Il n'y en a pas un qu'à ça. C'est étonnant. Ok. Beaucoup trajectoire, beaucoup freinage, on est d'accord. Hein? PM plus que Vmax, oui. RPM max plus que Vmax, d'accord. Si j'ai dit tout, oui, bien sûr. Ceux qui ont tout dit, vous n'avez pas pris de risque, hein. Ok. Bon, je vous donne les réponses. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Un, le freinage. J'aurais dû l'écrire en majuscule. Et en fait, je vous donne vraiment des écarts des niveaux de chrono. Euh, Avec le freinage, on peut gagner 1 seconde, une demi-seconde, voilà, de 1 seconde à une demi-seconde. Et j'allais dire, ça marche dans les deux sens. J'aurais pu aussi faire ma flèche ici dans l'autre sens. C'est-à-dire que, et ça je le maintiens vraiment fermement dans 99,9% des cas, si vous êtes à 1 seconde du temps de référence, à 99,9%, le freinage n'est pas optimum. D'habitude, j'ai des mots plus, ouais, on va dire le freinage est mauvais, mais non, le freinage n'est pas optimum. Et tant que vous êtes dans une fenêtre qui vous manque plus qu'une demi-seconde,
il faut bosser le freinage. Donc le freinage, c'est le premier truc. C'est la première chose qu'on va travailler. Euh, donc, on peut voir ça, j'allais dire, à la fois avec le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. C'est que d'un côté, c'est cool, on a c'est-à-dire un gros pack, un gros paquet de performance à trouver avec le freinage. Puis après, si on a du mal avec le freinage, on n'est pas en place, ben là, on peut galérer parce qu'en fait, on peut faire ce qu'on veut. Franchement, on peut faire ce qu'on veut en trajectoire, en réglage, etc. Tant que le freinage n'est pas en place, c'est vraiment dur d'aller chercher la perte. Donc, voilà, prenez-le de manière positive en disant, ouais, je sais quoi bosser. Quand il me manque une demi-seconde, il faut que j'aille voir sur le freinage. Et on va voir ça dans les datas, facilement en plus. Mais tant que c'est pas en place, il faut bosser ça. Donc, euh, pour les jeunes, pour les débutants, pour voilà, ceux qui sont pas encore trop aguerris, bossez énormément votre freinage avant de vous perdre en passant des arbres, en essayant des moyeux, en essayant différentes choses. Il y a beaucoup à gagner là-dessus. La trajectoire, la trajectoire a une influence, évidemment. Aller de 0,3 à 0,5 secondes à peu près, euh, ça veut dire que, alors, ça veut pas dire que, voilà, une fois qu'on a son freinage en place, on n'a pas besoin de bosser ses trajectoires. Si, si, il va falloir aller tout chercher. Mais effectivement, les différences de trajectoire, parfois, ouais, marquées, bah, ça fait pas tant d'écart que ça, quoi. Par contre, effectivement, si on cherche à se battre devant, qu'on veut le dernier dixième, bah, il faut aussi les trajectoires, hein. On peut pas se permettre d'être à 3 dixièmes au tour, hein. On n'est pas bon là, hein. Mais ça vient en deux. Le moteur, de 1 dixième à 3 dixièmes, à peu près. Euh, alors, vous prenez ça avec des pincettes, évidemment, parce que quelqu'un qui a un moteur complètement rincé, qui avance pas, ben forcément, il aura des écarts plus forts que ça. Mais on va dire entre un moteur vraiment extrêmement préparé ou même entre un piston neuf et un piston un peu plus usé, il n'y a pas une seconde au tour, hein, les gars. Il n'y a pas une seconde au tour. Euh, J'ai pu voir vraiment aussi à très haut niveau, les écarts sur les moteurs, c'est moins de 1 dixième entre le mercredi et le dimanche, hein. Donc voilà, y compris à très très haut niveau, le moteur, on ne va pas chercher une seconde avec. Encore une fois, toute proportion gardée. Et puis la VMAX, je l'adore parce qu'effectivement, elle rapporte rien. La VMAX, ça rapporte rien du tout. Et quand je vous dis 0,03 vers 0,06, c'est des choses qui sont mesurées, et je parle pas de 1 km heure, hein. Ça, c'est mesuré avec deux pilotes, avec une Vmax de 3-4 km heure d'écart. Ça m'arrive, j'allais dire presque tous les week-ends, mais un de mes derniers exemples, c'était à Varennes cette année, la première course, hop, sous la tente. On arrive, oh, regarde les datas, je comprends pas, on a le même moteur, je suis à 142, l'autre est à 146. Ouais, bon, effectivement, j'ai trouvé quelque chose. C'était pas lié au moteur, c'était lié à un petit virage. Donc, effectivement, quand on fait le virage, la vitesse tombe. Et puis, résultat des courses, ça faisait 4 centièmes. 4 centièmes d'écart pour 4 km heure. Alors, 4 km heure, je pense que on est tous d'accord pour dire que si on voit cette différence-là, on va s'affoler. Donc, même si vous ne me l'avez pas écrit dans le chat, par expérience, je le sais. J'ai un autre exemple. Oui, En- Renaud. ouais. 101 km/h en bout de ligne droite, ça date de 2 semaines. Deux cartes à 101 km/h en bout de ligne droite, 1 seconde d'écart. Donc, ça veut, ça valide le fait qu'il n'y a pas que la Vmax. Et on est loin. Ouais. Ben, effectivement, ouais, 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 ouais. Ok. Euh, Voilà un petit peu pour ces repères. Je ne sais pas si pour vous c'était complètement reçu. En tout cas, moi, je maintiens vraiment à la fois les chiffres. Euh, euh, voilà, n'hésitez pas à marquer dans le chat si vous n'êtes pas complètement d'accord ou quoi que ce soit. J'ai vu, oui, si on freine trop tard, mais si on freine trop tard, c'est effectivement que le freinage n'est pas bon. Le freinage, il doit être vraiment optimal à la fois en quantité, en qualité de freinage et au bon endroit.
On est assez d'accord. Et maintenant, si on freine vraiment trop tard et que ça nous fait perdre juste en trajectoire, et que le freinage était quand même vraiment bon, ben, on va plus se situer dans cette zone-là, perdre 1, 2 dixièmes sur un virage, 2, 3 dixièmes. Donc, voilà, on a de quoi chercher un petit peu. Ok, ok. Vous avez oublié la qualité de la piste entre les sessions. Oui, la piste évolue toujours, bien sûr, la piste évolue, mais ça n'empêche que c'est pas la piste qui va faire changer les qualités, les pressions de frein, ce genre de choses. La piste, c'est une performance générale, en fait, plus ou moins de grip. Ok, alors, caractérisation du freinage. Vous savez quoi? Je vais passer sur le logiciel parce que ça, c'est des infos que vous allez retrouver. Et puis, on va se faire une petite analyse. Voilà. Euh, Là-dessus. Échappe, ouais. Entre-temps, petite question pour Renaud, pour ceux qui ont un Mac, quelle est la solution? Il n'y a pas de solution, j'ai pas de date de l'usine ou autre. C'est très compliqué de travailler avec Apple. Donc là, l'usine était concentrée pour travailler et finir, bien stabiliser la version Windows. Donc Mac, ça arrivera, mais c'est très compliqué. Donc c'est ceux qui ont pas, c'est ou un émulateur sur Mac, un émulateur Windows, ou sinon l'application tablette ou smartphone. Mm. Ouais, l'émulateur, ça fonctionne, ouais. Alors, il y a la version acheter un PC, mais pour ceux qui ont un Mac, je pense que ça va leur donner des boutons, donc c'est peut-être pas la solution. Il y a des choix trop radicaux dans la vie, hein, de savoir si on doit être Mac ou PC. Ok. Donc, on est sur le logiciel. Je vais en profiter pour vous montrer quelques petites fonctions. Donc, la manière dont il se présente, bah, sur le tableau au milieu, c'est là où on va afficher les courbes qu'on souhaite afficher. Sur la droite, on a le circuit avec les trajectoires. En dessous, on a le cercle d'adhérence. Et puis, tout à gauche, on va avoir ici la gestion des fichiers, des sessions que vous avez. Donc, moi, j'en ai plein. Je vous ai pris deux exemples, les deux derniers qu'on m'a envoyés. En fait, j'allais dire, je me casse pas la tête à choisir des choses. Je sais qu'on va toujours voir des choses dans les datas, donc j'ai pris les deux derniers qu'on m'a envoyés et puis on va trouver des petites choses là-dessus. C'est sur le circuit du Mans et on m'a envoyé deux pilotes en disant ouais, il y a quand même des différences de style de pilotage. Euh, et puis je me suis dit bah tiens, pourquoi pas, ça pourrait faire un bel exemple. Euh, J'en profite pour remonter en haut à droite session. C'est ici qu'on va trouver le téléchargement, hein, ce que j'avais montré rapidement en début de session pour les débutants. Et puis la gestion des sessions. Voilà, ça m'ouvre une fenêtre avec en haut les sessions disponibles. Donc moi j'en ai presque 600, voilà. Et puis en bas les sessions qui sont présentes dans l'analyse graphique. Et on les choisit, on les bascule de l'une à l'autre. OK? Voilà. Je reviens sur mon analyse. Donc j'ai pris par défaut, j'allais dire juste pour info, par défaut, l'ordre est mis du meilleur chrono au moins bon. C'est aussi quelque chose qu'on peut changer très facilement pour avoir dans l'ordre des tours, simplement en cliquant, je crois, sur là au-dessus, en fait. On va cliquer pour avoir dans l'ordre des tours. Mais en fait, c'est bien de l'avoir dans l'ordre du meilleur tour parce que ça permet aussi de voir la régularité. Là, on voit par exemple 55, 10, 15, 17. On a trois tours qui sont pas mal. Après, on va un petit peu plus loin. Donc, il y a eu, on va dire, trois tours vraiment représentatifs sur une session de 12 tours.
On peut aussi se poser des questions avec ça. Sur cette autre session, là, on est encore, je vais dire, un petit peu plus irrégulier. 36, 46, 52, 81, 82. Ah, le sixième temps, voilà, on est déjà à presque une seconde. Donc voilà, beaucoup d'irrégularités, en tout cas dans ces deux sessions. Alors, encore une fois, on ne va pas juger parce que je crois que c'était des sessions de début de journée, enfin peu importe, on ne va pas juger, mais c'est quelque chose auquel il faut faire attention, et notamment quand on est en essai, et que si c'est quelque chose que vous répétez, par exemple, vous faites 10, 12 tours, 15 tours d'essai, et puis que c'est très irrégulier, à un moment donné, il faut peut-être plus travailler ses repères et commencer à essayer de faire des sessions peut-être plus courtes, mais plus répétables. Euh, Ça coûte moins cher de moins rouler, et surtout, ça va vous donner une base de travail beaucoup plus importante. Donc, avant même de se plonger dans les courbes, le fait d'avoir un petit œil sur ces chronos, il y a déjà pas mal d'infos à chercher. OK? Ensuite, euh, on va avoir le tableau avec les courbes. Donc les courbes, j'en ai mis ici 4. La vitesse, je pense que tout le monde connaît, en haut. Ici, j'ai l'accélération latérale, l'accélération longitudinale, et puis le delta, ce qui est le delta time, en fait, la différence entre les deux tours. Alors, est-ce que tout le monde sait quelle va être la courbe pour le frein? Vous savez nous le dire dans le chat rapidement en 10 secondes? Quelle courbe on va regarder pour le frein? Longitudinale, vitesse, troisième, longitudinale. Il est gratuit le logiciel, hein. Ouais. Longitudinale, longitudinale, de temps en temps vitesse. Ouais. En fait, longitudinale, ouais, c'est la bonne réponse. C'est la courbe longitudinale qu'on va regarder. Alors, dans la vitesse, c'est pas complètement faux dans la vitesse, parce que la vitesse, en fait, quand elle monte, on accélère, et quand elle descend fortement, on freine. Donc, effectivement, sur les différences de vitesse, par exemple, ici, je vais placer mon curseur ici, ben là, on voit effectivement qu'on a une différence significative au début du freinage. On va le retrouver, hein, on va le retrouver sur la courbe de longitudinale où il y a un des deux qui a freiné beaucoup plus tard ou beaucoup plus tôt que l'autre. Le violet a freiné beaucoup plus tard. Euh, Ici, sur Stéphane, ces tours, juste oui, avant, Guillaume, juste avant de continuer, est-ce que tu peux redonner l'accès au micro à Renaud, s'il te plaît? yes, je peux faire ça. Il faut que je le retrouve et puis je vais y arriver. Renault, yes, demander à activer le son. C'est bon? C'est bon. Impeccable, Yes, merci. parfait. Ok, ok. Donc ici, on voit qu'il y a pas mal de différences. Euh, Effectivement, on va regarder deux choses. Sur la courbe de vitesse, on va regarder où il y a des grosses, grosses, grosses différences. Et en fait, on voit qu'on a des différences assez marquées. Il y a de temps en temps, ici, le vert, il a accéléré un peu plus, il a freiné, et là, il a réaccéléré. On va retrouver ça à un autre endroit, ici, où pareil, on voit des différences vraiment marquées, comme si allez, je vais dire ça, le verre avait peut-être un pilotage plus haché ou en tout cas qui va freiner beaucoup plus, être moins coulé sur certains passages. Donc ça, c'est des infos qu'on va voir. Et ce qu'il faut aussi regarder, c'est quel effet ça a sur le chrono. Et en fait, la première chose qu'on voit, c'est que, allez, après le premier virage, il y a 3 dixièmes dans la vue. Donc, si on doit se concentrer sur une différence entre les deux, alors ben, c'est là qu'il faut aller chercher en tout premier lieu. Et c'est ce que je vous propose de faire avec les différents facteurs, savoir pourquoi, où est-ce qu'ils sont ces 3 dixièmes. Donc,
regardons la vitesse. On voit effectivement que la vitesse, bah, elle commence à décroître un petit peu avant sur le vert. Donc, OK, ça va être un freinage un petit peu plus tôt. Tiens, allez, un petit truc sur la Vmax, quand même. 121,2, 122,3. Qui va le plus vite, c'est le vert. Donc, c'est le vert, effectivement, qui a la meilleure Vmax. Hein. Voilà, c'était juste pour montrer que on va pas s'en préoccuper tant que ça. Ensuite, on voit effectivement que la Vmin, par contre, dans le virage, va être beaucoup plus basse pour le vert que pour le violet. Je me mets ici, on a une Vmin à 55, 55,6 pour 61. Là, ça commence à faire beaucoup, hein. Ça commence à faire beaucoup. Vous vous souvenez du kilomètre-heure? Donc autant au bout de ligne droite, j'allais dire on s'en fiche, autant là, on s'en fiche pas du tout, parce qu'effectivement, entre 61 et 55, ça fait une très très grosse différence. Je vais grossir un petit peu, ça montre la fonction zoom. Ah, ça m'a jeté. Désolé, je relance. Je crois que j'ai déréglé l'affichage en me préparant. Ne t'inquiète pas, ça va pas vous arriver. Ben si, ok. C'est parce que je crois que c'est parce que je partage mon écran. Je vais pas zoomer, c'est pas grave. Ok, je zoome pas et on reste focus sur ce premier virage. On arrivera à le voir suffisamment. Ok, on regarde la notion de frein. La notion de frein, on constate effectivement, c'est corroboré que le violet freine plus tard que le vert. On l'avait déjà un petit peu vu sur la vitesse, mais ici on le voit très nettement. Et après, il y a autre chose qu'il faut regarder. On va regarder deux autres choses. La quantité de frein, donc quelle est la valeur maximum de frein, et puis la forme du freinage. Alors la quantité de frein, c'est ici 0,83, voilà, pour l'un, et puis 0,75, allez, 0,75, 0,87. C'est pas énorme comme différence de freinage, mais la forme de frein est très, très différente. La forme du violet est pas trop mal, en fait, parce que la forme de frein qu'on doit avoir, on doit monter très, très fort, très vite, et puis ensuite, on va redescendre un petit peu en cloche, comme ça, quand on est sur un kart de type X30. C'est ce qu'on a ici. Le vert, il freine, il relâche son frein, il y a de très grosses variations. Et à cet endroit-là, par exemple, là, quand on est quasiment à la Vmax, on a encore énormément de freins. Ça, c'est pas bon du tout. Le freinage n'est pas bon là. Et c'est ça, effectivement, euh, qui conduit à perdre déjà énormément de temps, parce que rien que sur le freinage, vous voyez, on est déjà à 0,2 sur les 0,3 qu'on va chercher. Et donc après, on a moins de vitesse dans le milieu du virage, et toute la réaccélération suivante, on le paye. Regardez quelque chose de très intéressant. Euh, on avait dit, il avait mis une 55 pour un, et puis allez, 60 pour l'autre, à peu près 5 km/h d'écart. Et regardez quand on se place au bout de la ligne droite suivante, boum, 109, 109. Donc, quelque part, on a presque récupéré la vitesse, mais sur toute la ligne droite, on va récupérer la vitesse que à la fin de la ligne droite. Donc là, effectivement, on perd encore pas mal de temps. OK? On perd encore un dixième sur cette ligne droite. Donc,
Voilà, rien qu'avec le frein, la vitesse, on arrive à avoir des infos. Est-ce qu'il nous manquerait pas quelque chose? La trajectoire, peut-être. Et la trajectoire, je vais essayer de dire ça. Et la trajectoire, on voit, alors, je ne sais pas si c'est aussi erratique que ça, mais dans tous les cas, on voit aussi une chose, c'est que le violet a une trajectoire beaucoup plus serrée que le vert. Et là aussi, ben, effectivement, on combine deux choses quand on est vert. Non seulement on a freiné plus tôt, on a ralenti son kart, donc trois choses. On a ralenti son kart vraiment au point de corde, et en plus, on fait plus de distance parce que on a une trajectoire plus large. Donc là, effectivement, on a tous les ingrédients pour perdre du temps. Donc voilà, j'aime bien cet exemple parce que finalement, sur un virage, on peut voir tous les contributeurs, tous les facteurs en fait qui font gagner, perdre du temps sur, sur du temps autour, quoi. On a vu le freinage, ouais. On a vu la trajectoire, ouais aussi. Et puis on voit bah, évidemment l'accélération qui suit derrière. Ok. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou des commentaires? À quoi je dois répondre, Guillaume? Alors, pas vraiment de questions. C'était plus, on va dire, il y avait pas mal d'observations, en tout cas de tentatives pour deviner un petit peu ce qui, finalement, qu'est-ce que ce pilote faisait pas forcément très bien. Ça Mhm. parlait beaucoup, notamment on va dire, du freinage et que ça freine tôt. Ouais, ouais, c'est vrai. Après, euh, moi, il y a quelque chose qui m'a quand même un petit peu interpellé sur cette analyse. C'est par exemple, si je regarde, je me place ici au milieu du circuit, avant cette épingle-là, pour ceux qui connaissent le circuit du Mans. Et là, en fait, on arrive avec la même vitesse, on a le freinage au même endroit, on a à peu près la même valeur de frein, on a une petite différence. Là, vraiment, on va couper la vitesse un petit peu plus, mais on pourrait admettre que ce soit deux styles différents, en disant il y en a un qui coupe sa vitesse avec une trajectoire peut-être un petit peu plus en V, on va dire, et puis un autre un petit peu plus arrondi, ça reste à voir. Mais en fait, globalement, à part ce petit truc vert là ici, la qualité et la quantité de freinage n'est pas dégueu. Et ça m'interpelle quand même beaucoup parce que on est sur un freinage qui est appuyé, puissant, c'est là où on est le plus freiné. Les deux sont très comparables, il y a la même vitesse. Et il y a d'autres freinages où c'est pas du tout le cas. On a vraiment de grosses différences. Donc, sans connaître vraiment fondamentalement les pilotes ou quoi que ce soit, euh, j'irai quand même regarder du côté des repères. Et c'est là que qu'on va venir avec la méthode. Parce que, bah, en fait, quand on est dans une situation comme ça, euh, encore une fois, je ne connais pas particulièrement les pilotes, mais voilà, on dit là, on a une bonne valeur de frein. La forme n'est pas si mauvaise que ça. Voilà, on est pas mal. Peut-être qu'on gagnerait à moins couper la vitesse dans le virage, ça c'est sûr. On peut toujours bosser ça. Mais pourquoi ce freinage-là n'est pas trop mal, alors que le suivant est complètement, on a vraiment une grosse différence quoi sur le suivant. On n'est pas du tout bon. Il y en a un qui freine à 1000 mètres, et puis l'autre 984 mètres. Il y aurait 15 mètres d'écart là, ou 10 mètres d'écart. 10 mètres d'écart, quand vous placez le nombre de tentes au bord de la piste, ça fait quand même beaucoup, hein. Euh, On a pas mal de petites questions. oui, Pourquoi la courbe verte en accélération latérale est sinusoïdale dans ce virage? celui que je suis en train de monter, ou non, le premier? 21h22, donc il y a 2 minutes. Euh, en fait, ouais, si on regarde la courbe d'accélération latérale, il y a beaucoup de variations sur le vert.
alors que le violet, il a des courbes beaucoup plus régulières. C'est normal qu'on ait des petits crans comme ça hein, sur le latéral parce qu'un kart, bah, il bouge beaucoup et il sautille toujours un petit peu ou il glisse un petit peu. Par contre, effectivement, quand on a des variations qui sont très très marquées comme ça, c'est que on va se retrouver avec un kart qui glisse, qui est un petit peu plus brutalisé. Donc, quelque part, je l'avais dit, parce qu'on m'avait fait ce constat-là, il y a un des deux pilotes qui aura un pilotage un petit peu plus brutal. Ouais, c'est une bonne indication. C'est une bonne indication de voir ça sur le latéral. Euh, le latéral seul donne pas tant d'informations que ça, que ce soit tant en quantité que dans la forme. C'est pas toujours évident à lire. Je le lis beaucoup avec le cercle d'adhérence, voilà, d'une part. Et puis euh, aussi pour aller chercher le virage parfait. Allez, je vous montre ça. Ça. Je garde qu'une seule courbe à l'écran. Et puis, on va essayer de voir une théorie, la théorie dite du virage parfait. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais on va essayer de voir ça. Quel virage? Et puis, aussi sur cette épingle là au fond. En carte, c'est pas souvent le cas, mais regardons une épingle. Dans un virage serré, on peut le voir. La théorie du virage parfait, c'est à vitesse mini, donc là 57,2, je dois être au maximum du latéral dans ce virage-là et le longitudinal doit être à zéro. Donc là, la Vémine 57,2, 1,47, pas tout à fait. 1,52, c'est le mini. 1,47, 1,4, pas tout à fait. Et par contre, le longitudinal, il est à zéro là. Moins 0,01, on est pas mal en fait. Enfin, ouais, on est pas mal. En fait, ça, c'est quelque chose qui est bien à regarder sur les virages serrés. Ça permet de voir si le pilote il fait bien pivoter le kart au bon endroit. S'il y a un écart trop grand avec un latéral trop avant ou trop après, c'est que on n'est pas vraiment en place sur ce virage-là. Ça peut être du sous-virage, ça peut être le kart qui est jeté en sortie. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas mal à regarder. Mais encore une fois, en karting, c'est valable beaucoup sur les virages en épingle, type épingle. Dans les autres virages, je le regarde beaucoup moins. Comment faire pour On va dire synchroniser que deux tours de... c'est en Pardon. bonus. Ouais. J'allais répondre à cette question. Il y a la question de synchroniser deux tours. En fait, quand on travaille avec deux pilotes, ils ont deux alphanos différents. Par contre, il faut qu'il y ait un seul circuit de référence. Donc ça, c'est le travail à faire dès qu'on travaille en équipe. Et puis d'une manière générale, enfin oui, dès qu'on travaille avec quelqu'un d'autre, il faut enregistrer un circuit pro et le donner aux copains ou à ceux de l'équipe avec qui on va travailler. Comme ça, il y a le même point de départ, les mêmes intermédiaires si vous avez fait des intermédiaires. Donc ça, c'est le plus important. Et il n'y aura pas de décalage de courbe ou autre. Ouais. Oui, oui, il faut le même circuit, c'est sûr. Est-ce qu'on peut faire ces analyses avec un Alphano ADS GPSI? Non, je pense pas. J'ai pas testé, mais je pense pas. C'est comme le dernier là qui est sorti, le Legend. On peut pas venir sur le PC. Sur et on peut être que sur l'application. Pour l'ADS GPSI, on peut aller sur l'application smartphone, mais on n'aura que la vitesse GPS. On n'aura pas les accélérations, je crois pas. J'ai pas testé, mais je ne pense pas. Donc il y aura que la vitesse GPS parce qu'il n'y a pas de régime moteur. Mais on peut travailler, comparer, rien qu'avec la vitesse, on peut déjà travailler pour comparer deux tours ou deux pilotes. Comment distinguer les passages de vitesse ou les rétrogradages? Sur le moteur, on va avoir ça. Donc ici, on n'a pas de vitesse sur ce kart. C'est pourquoi? Pour un KZ ou pour moto ou autre chose? C'est une question de Michael. S'il peut mettre la réponse dans le chat.
Parce Moto. qu'effectivement, moto. Donc, moto, bah, avec les RPM, on va voir ça. Là, c'est pas un kart sans boîte de vitesse. Donc, effectivement, on voit que les RPM suivent, j'allais dire, presque complètement la vitesse. Mais sur la moto, ça va être pareil qu'en KZ, on regarde beaucoup les RPM pour voir effectivement l'utilisation du moteur euh, et un paramètre spécifique qu'on calcule qui est le split engine que je vous apprendrai à faire dans les sessions avancées qui permet de voir le glissement. Et ça, en moto, je suis sûr que ça doit être hyper utile pour savoir effectivement comment on se comporte en sortie. On peut identifier sur les courbes les parties où les roues patinent. Avec le split engine, justement. Avec ça, et c'est comme ça qu'on va voir rouler roues patines. Donc ça fait partie des sessions avancées. Voilà, je ne vais pas vous montrer là ce soir, on n'a pas malheureusement pas le temps, mais avec le split engine, on arrive à le faire, évidemment. On peut améliorer le décalage de notre trajectoire sur l'image satellite. Oui, alors c'est avec, je sais pas avec quel appareil c'est, c'est un usage. En fait, il y aura toujours, enfin, il peut avoir un décalage entre les trajectoires et l'image satellite parce que c'est un décalage entre deux applications. Par contre, les courbes qui se superposent sont réelles, donc sont comparables. Après, si on passe un peu dans l'herbe, euh, c'est pas réel, mais c'est pas très important pour comparer deux courbes de pilotes ou deux tours du même pilote. Ouais, Et les gros décalages viennent aussi de temps en temps où quand on démarre l'Alphano trop tard, le GPS est un peu perdu, donc il va décaler un peu toute la session. Donc il faut penser à toujours avoir l'Alphano allumé et avec tous les satellites connectés. Même quand il est en veille, il a les satellites connectés, mais il faut pas éteindre l'Alphano pour le redémarrer au dernier moment et qu'il soit perdu. Et donc tout est un peu... quand ça passe trop dans l'herbe, généralement c'est que l'Alphano a été allumé trop tard. ouais. C'est d'ailleurs pas propre à Alphano, hein. Les autres systèmes Oui. qu'on ne nommera pas ici ont le même problème. Et puis, bah, c'est aussi le principe hein, de ça. L'Alphano se connecte à de nombreux satellites et la carte Google, elle a été prise avec un satellite. Donc, forcément, la moyenne de tous les satellites n'est parfois pas la même. On peut avoir aussi parfois des décalages quand il y a des passages nuageux, qu'on perd un satellite ou deux, ça fait des petits décalages. Mais de toute façon, si les conditions sont les mêmes, effectivement, ça permet de comparer une trajectoire par rapport à l'autre. C'est pas absolu par rapport à la piste, mais on sait dire plus serré, plus large. La piste dessous, faut plus la prendre pour un repère que un vrai point de là où passe le kart. Par contre, comme dit Stéphane, les deux courbes sont comparables. Donc s'il y a une courbe qui est un peu plus large, c'est que le pilote est passé plus large que l'autre courbe. Ça, c'est réel. Ouais, c'est ça, Je c'est suis en ça. circuit automatique. Comment faire pour avoir le même circuit? Alors, je sais pas qui est, j'ai vu ce message. Alors, à partir de ce soir, plus de circuits automatiques que des circuits pro. Circuit automatique, en fait, il va prendre le circuit de la base, mais ça peut aussi, si on allume l'Alphano trop tard, il va recréer un nouveau circuit avec une ligne départ-arrivée qui peut pas forcément être au même endroit. Donc, si vous voulez faire de l'analyse de données, il faut être en mode professionnel et créer un circuit professionnel à chaque fois. Et vous le créez une fois par circuit et vous l'avez pour la vie. Et vous le donnez aux copains pour comparer à égalité. Ouais, c'est le seul inconvénient, il faut avoir deux fois le même pour pouvoir comparer. Ouais. Encore Ok, d'autres questions, Justine? Est-ce que vous recommanderiez d'avoir des capteurs de pédale? Hein, si oui, sous quelle forme? Alors, les capteurs de pédale, ça va être en pourcentage. C'est bien pour les débutants et le volant aussi, pour montrer les mouvements de volant et voir s'il y a bien l'accélérateur sans le frein et le frein sans l'accélérateur. Ça permet de voir ces choses-là, mais pour des débutants, pour les pilotes pros, ça sert
pas grand-chose. C'est pas super précis. Mais pour les petits pilotes, ça peut servir. Ça peut faire comprendre que le pied reste sur le frein, par exemple, ou que le pilote remet gaz tout le temps à chaque fois sans être progressif ou des choses comme ça. Ok, ok. Euh, Ouais, pour les autres questions concernant peut-être les canaux, tout ça, je vais avancer un peu. Les canaux mathématiques, on va les voir aussi, ça fait vraiment partie des fonctions avancées. C'est des choses que je peux vraiment, je suis désolé, je peux vraiment pas montrer ça là tout de suite parce que bah, il faut un tout petit peu plus de temps et puis c'est bien de le faire avec des cas voilà, où on a l'exploitation et pas uniquement voilà, ça sert, voilà comment on le fait, on passe par l'Excel, on fait le fichier. Bon, bref, il faut vraiment que ce soit rattaché à une analyse pour comprendre comment ça marche. Je vais revenir sur la présentation. Et j'ai encore, je crois, au moins une question à vous poser, puis des trucs assez sympas encore à vous montrer, si ça va. Donc là, ça va être un petit résumé vraiment rapide de ce que je vous ai montré, mais dans tous les cas, vous allez l'avoir. Donc on regarde le pic de freinage, on regarde la qualité de frein, on regarde si le frein il est tôt ou tard. Voilà. Ah, les valeurs de freinage. J'aurais pu poser la question, mais du coup, je vous donne déjà les réponses. Ah. Les pneus CIK, voilà, KZ ou pas, les pneus CIK, en KZ, on peut atteindre jusqu'à 1,8 G. Voilà. C'est une valeur importante à retenir. Avec les Lecomte en France, là, euh, jusqu'à 1,5 G. Et X30 Vega jusqu'à 1 G. Et ce qu'on a vu là dans l'analyse d'avant, le maximum, on était à 0,92 ou 95, un truc comme ça. Alors, honnêtement, quand c'est 0,95 ou 0,97, je vais pas pleurer, hein, parce que c'est pas un G. Voilà, on est. Par contre, si effectivement on est à 0,75, là, faut aller chercher quelque chose. Ces valeurs de freinage type, elles sont importantes à connaître, elles sont aussi importantes à pondérer. C'est-à-dire, si vous êtes sur un freinage en appui, bah, impossible d'atteindre ces valeurs type. Impossible. Dès l'instant où on est en valeur en appui, on ne peut pas freiner autant qu'on veut. Si vous avez un freinage très bref, on arrive à 80 km/h, on freine un petit coup jusqu'à 60, bah, là, on n'a pas beaucoup freiné, c'est pareil, on va pas piler et atteindre ces valeurs-là, on va avoir au contraire des freinages où on va plutôt stabiliser le kart. Par contre, c'est bien de les connaître, c'est bien de les avoir en mémoire. Et par exemple, sur le circuit qu'on a vu là, sur Le Mans, bah, j'aurais regardé juste avant l'épingle. Parce que là, le freinage, il est plutôt en ligne droite, on arrive avec une vitesse assez importante, on casse beaucoup la vitesse. Ici, je regarde. Et puis si je fais à 0,95, 94, ok, c'est pas mal. Par contre, 0,75, 0,82, ah, là, je vais chercher quelque chose avec le pilote. En tout cas, je commence à discuter. OK? KZ, KZ, les pilotes KZ, il faut taper dans les freins, les gars. Euh, euh, tous les week-ends, j'accompagne beaucoup de pilotes KZ, pas que, mais j'en ai beaucoup, beaucoup. Et c'est des thématiques tout le vendredi. Je leur dis, allez, on met du frein, on y va, on cherche du frein. Parce qu'effectivement, en KZ, on a tendance à un petit peu se laisser aller, freiner un petit peu sur la boîte comme ça. Et puis, vous regarderez vos valeurs, les pilotes KZ, mais si vous êtes à 1,2, 1,1, 1,2, il faut travailler le frein parce qu'on peut vraiment freiner très très fort. Et il faut freiner très fort. Il y a beaucoup à chercher là-dessus. Euh, il y a des amis motards qui sont avec nous. Je suis curieux de savoir si quelqu'un a déjà regardé les valeurs de frein et si oui, c'est quoi? Parce que là, pour le coup, j'ai pas de repère en moto. Donc, si vous les avez regardés dans le chat, mettez-moi ça. Je veux bien avoir la réponse. Et puis, si vous les avez pas, avec des données, je me fais fort de vous dire qu'est-ce que ça pourrait être. Alors, on avance. Analyse GPS et trajectoire, trouver la ligne idéale. Je passe très vite. On l'a fait rapidement. On voit des différences de vitesse. On regarde où est-ce qu'on peut améliorer. Comportement moteur-boîte.
je suis passé excessivement rapidement dessus. Là, c'est pareil, je vous donne des infos, ça fait partie des choses qu'on regarde dans les sessions avancées. Le Sleep Engine, voilà, j'en parlais, le fameux, il est là. Les RPM au niveau KZ, on va regarder KZ des motos d'ailleurs, ce sera la même chose. On va regarder comment ça se passe. Là, par exemple, cette petite zone-là, j'attire votre attention quand vous voyez que ça monte très très haut, de 2 en 3, puis qu'après ça descend. Pas bon, là ça perd. On voudrait plutôt être dans l'autre sens. Short shifter sur les premiers rapports, et puis plus on va haut, monter plus haut dans les tours. Ça, c'est des petits trucs. Ça vous fait pas gagner une seconde au tour, mais il y a un dixième à aller chercher. X30 RPM, euh, les RPM en général matchent vraiment la vitesse. Par contre, le Sleep Engine est aussi très très bon pour voir où est-ce qu'on patine. Donc, à chaque fois que vous voyez la courbe du Sleep Engine là qui descend vers le bas, c'est du patinage. Alors, il en faut, hein, il en faut du patinage un petit peu. Mais bah là, entre le vert et le vert a beaucoup plus patiné que le violet, sans même chercher à comprendre. Il perd plus la motricité sur ce virage-là. Ça sera moins le cas ici. Après, voilà, on peut. Là, ça va de nouveau être beaucoup le cas. On va essayer d'aller trouver ces infos ici. OK? Les secteurs. Ça, voilà, je voulais passer un peu vite parce que ici, les secteurs, on a beaucoup à discuter. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous utilisez comme secteur? Allez, encore un petit effort dans le chat. Les trois secteurs de la piste, configuration personnalisée ou pas de secteur. Vous notez ça rapidos dans le chat, s'il vous plaît. Perso, secteur piste, le 3, un DD2, comment comparer les datas par rapport à caser des autres, bah, ça, on le verra autrement. VD2, combien de valeur de freinage, pas de secteur. Entrée-sortie, pas de secteur, pas de secteur. Trois secteurs. Souvent, bon, on a un peu les trois secteurs de la piste. Pas de secteur, entrée de ligne droite. OK? Comment on fait déjà pour créer les secteurs? Ouais, les trois. Bon, il y a une espèce de consensus, ou en tout cas, enfin un consensus, une majorité qui utilise trois secteurs de la piste. Euh, une seule règle pour la définition des secteurs, c'est de frein à frein. C'est-à-dire, les trois secteurs, c'est pas suffisant. Euh, il faut regarder où est-ce qu'on freine. Là, on a le circuit du Mans, justement. Vous voyez, j'ai fait des secteurs. Alors, ils ne viennent pas du ciel, je vous expliquerai. Ici, on aurait 10 secteurs. Mais en gros, de frein à frein. Pourquoi? Parce que ça permet d'isoler le virage. Ça permet d'isoler ce qu'on fait. Euh, la séquence d'un virage pour un pilote, ça démarre au moment où on met le pied sur le frein. Ensuite, voilà, il se passe, on ralentit, on va entrer dans la courbe, on va faire pivoter le kart, on va accélérer. Et puis à partir du moment où on rappuie sur le frein, on a annulé ce qu'on a fait avant. Et c'est là où on va découper. Et évidemment, arrive à partir de ce moment-là tout un tas d'exceptions quand on a une chicane, quand on a un virage à fond, quand on a très peu de freinage, etc. Mais globalement, de frein à frein, et il faut trouver ces secteurs personnalisés. Et là, effectivement, on sort quelque chose, j'allais dire, de notre poche, quelque chose pour lequel on a beaucoup, beaucoup bossé et on travaille d'ailleurs en collaboration avec Alphano qui a aussi développé des petites choses pour nous et ça, c'est plutôt cool. C'est qu'on est en train de créer, on a créé une application My Racing Coach que vous pouvez trouver. Et en fait, c'est vraiment la parfaite combinaison avec le logiciel Alphano, puisque cette application My Racing Coach, elle permet de faire plein de choses. Euh, elle permet de donner toutes les infos de la session ou de les récupérer directement depuis le fichier en fait. Donc voilà, dans tous les cas, vous avez le nom, le circuit, la date, ça va très bien. Et ça permet de faire le découpage automatique. Donc c'est ce que j'ai montré là juste avant, ça vous découpe automatiquement en fonction de vos datas le circuit et ça vous donne en fait ce que va être votre théorique. Et donc, à partir de là, vous savez que vous devez travailler le secteur 4, le secteur 3,
vous avez on reconstruit le meilleur tour théorique. Donc, voilà, sur le secteur 6, on peut gagner 2 dixièmes dans le tour 15. Voilà. Et vous avez les valeurs représentatives. Alors, l'appli, elle n'a pas fonction à remplacer dire le système Alphano, loin de là. Hein. On n'affiche pas de courbe, on n'est pas là, on donne juste des valeurs repères. Quel est le rayon mini? Si on est capable de comprendre avec le rayon mini s'il y a une différence dans la trajectoire ou pas, ben ça suffit et puis on continue d'avancer. Sinon, on va effectivement voir dans le logiciel un petit peu plus ce qui se passe. Mais effectivement, ça permet quand même vraiment d'avoir pas mal d'infos. Euh, je vous montre ça. Alors, c'est à découvrir, à télécharger, là pour le coup, sur l'App Store et sur le Google Play. Je vais Les juste, liens sont dans les commentaires. je voudrais juste vous montrer ce que ça fait en temps réel. Ça, c'est un outil de démo, mais l'application fait la même chose. Donc là, on a le circuit avec les deux choses que j'ai montrées avant. D'accord? Donc en fait, je les ai rentrées. On peut comparer deux sessions. La première session, la deuxième. La première, ça nous dit quoi? Ça nous dit que le pilote, il a fait 55-10 et que si on regarde l'ensemble de ses tours, en théorie, il peut faire 54-55. Là, c'est quand même pas mal. Il y a presque 6 dixièmes, il y a un peu plus de 5 dixièmes à aller chercher. Et ça dit où est-ce qu'on doit aller chercher. On doit aller chercher dans le secteur 2, dans le secteur 4, dans le 5 et dans le 7. C'est écrit en rouge ici. Et vous allez retrouver, allez, je vais prendre le 7 parce que c'est là où on va plus loin. Bon, il y a deux trajectoires là, qui sont un petit peu exagérées ici, mais il y a une différence sur le trajectoire. La vitesse mini, la vitesse max, la distance avant freinage, le pic de freinage et le rayon. Le rayon, je suis pas sûr qu'il soit juste, encore que c'est possible, c'est un virage avec pas beaucoup de frappe. Euh, Ça donne ces infos. Est-ce qu'il y a un secteur automotif ici? Bon, on a déjà les trajectoires qui se ressemblent un petit peu plus. Vitesse, là, une différence sur le frein. Donc, il y a peut-être à aller chercher de ce côté-là. Et puis, ce qu'il y a dans l'appli également, je vais pas vous le montrer parce que ça prend plus de temps, mais on a un chatbot qui permet d'aller poser des questions et de savoir comment répondre à ça va marcher. Je suis sorti et je suis revenu. Je sais que ça va marcher. Ne Alors, parle tu as pas des en petits bougeant problèmes la de souris. micro, Stéphane. Ne, Oui, ne oui, parle pas en bougeant j'étais la en, souris. j'étais en train de dire que ça allait pas marcher parce que justement, ouais, ouais, donc je montre pas ça. Mais en tout cas, il existe. Sur le deuxième pilote, ça nous dit que le deuxième pilote, il a que 0,21 à gagner et qu'il y aurait que un secteur à travailler, le 8. Et puis, c'était pas ça. Quand on fait la comparaison des deux, on a toutes les infos. Ben là, du coup, je l'aurais plus. Je vais pas relancer parce que je vais pas prendre trop de temps pour ça, mais effectivement, on a la combinaison de toutes ces infos avec cette appli. En tout cas, on a à la télécharger. C'est gratuit. C'est C'est gratuit. vraiment top, ouais. Ouais. Donc, avec ça, ce qu'on vous propose effectivement, parce qu'on vous a vraiment montré, je vois le temps, ouais, on vous a pris pas mal de temps, on vous a montré pas mal de choses, mais je pense que vous avez vu effectivement que c'est nécessaire d'utiliser ces données parce qu'on peut travailler avec beaucoup de choses là-dessus. Ce qu'on vous propose, c'est en un mois et 4 masterclass pour savoir interpréter vos données. Euh, on s'engage un mois, 4 masterclass, on s'engage aussi parce qu'on l'a déjà fait. On sait que ça fonctionne. On sait qu'effectivement, avec 4 sessions, alors il y aura un petit peu de travail de votre côté aussi, hein, mais avec 4 sessions, vous allez être capable de comprendre, d'analyser les datas pour vous. Vous n'allez pas être ingé data, et c'est pas le but. On ne va pas prétendre à ça en 4 sessions. Par contre, être capable d'arriver sur la piste, être capable, j'ai 5 minutes, je regarde quoi dans mes datas, j'ai 10 minutes, je regarde quoi, et je suis en fin de journée, je vais faire un check-up complet de ce que j'ai fait. Là, oui, j'ai fait un changement de réglage.
Ouais, j'ai l'impression que c'est mieux, mais j'ai pas beaucoup d'écart ou bah, je comprends pas, j'ai 2/10 d'écart alors que j'ai l'impression que c'est moins bien. Ça, vous allez le voir. Ça, c'est ce que vous allez savoir faire après ces 4 masterclass. Euh, j'ai un truc qui c'est. Bah, en fait, pardon, je suis pas à jour, mais il y a lundi 20 avril, mardi 28 avril, mardi 12 mai, mardi 19 mai. Donc voilà, du 20 avril au 19 mai, en un mois, on va travailler vraiment l'ensemble des choses, les secteurs personnalisés, on vient d'en parler, le freinage, le cercle d'adhérence. J'en ai rien dit ce soir, c'est fondamental. On ne peut pas faire des analyses en carte sans parler du cercle d'adhérence, les canaux mathématiques, la vidéo, les paramètres moteurs, les fonctions avancées, et puis des analyses caractéristiques pour savoir s'y retrouver. Donc voilà, sur ces 4 modules, c'est vraiment ce qu'on va faire ensemble. Si ça marche, oui, nous on le sait, mais c'est mieux quand d'autres le disent. Et effectivement, bah, l'année dernière, Renaud, tu peux en témoigner, on a eu beaucoup de monde sur les sessions, beaucoup d'intérêt parce que le logiciel était nouveau aussi, mais ceux qui ont participé et qui utilisent le logiciel, ils l'ont pas lâché, hein. Oui, Voilà. Et notre proposition, bah voilà, c'est d'avoir un tarif vraiment spécifique, vraiment, j'allais dire, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas d'excuse pour ne pas le faire, hein, parce que voilà, c'est à un prix peut-être à peine plus cher qu'un train de pneus. Et encore, d'avoir vraiment la capacité de comprendre tout ce qu'il y a dans son Alphano, les 4 masterclass en live, le coaching individuel. On vous offre l'accès à l'application, hein, pendant 3 mois gratuitement pour pouvoir combiner, analyser, voir ce qui va. Et effectivement, bah, comme on démarre le 20, l'offre de la masterclass, elle est à saisir tout de suite. Et donc, voilà, il y a le lien. Guillaume, je crois que tu as mis le lien dans le. C'est fait à l'instant. C'est fait. Il y a le lien. Vous allez recevoir un email là-dessus. Et puis, bah, nous, on sera ravis de pouvoir bosser tout ça ensemble avec vous. Voilà ce qu'on pouvait dire. D'autres choses, Guillaume, par rapport à l'offre? Ou on est bon? Euh, oui, avec PayPal, pour ceux qui sont éligibles, donc ça dépend de PayPal, mais il est possible de payer en 4 fois sans frais. Voilà. Encore un petit truc en plus pour être obligé de le faire, hein, je dirais. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site, vous inscrire. On démarre ensemble le 20. Euh, il y aura des masterclass en live à peu près sur ce format-là, avec voilà, le nombre de personnes qu'il y aura, mais surtout de l'interactivité ensemble, le coaching individuel, l'accès à l'appli. On vous attend. Et puis, on vous dit à très bientôt pour ça. Merci à tous. Merci merci à à tous tous. et bonne soirée. À très bientôt.